ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 5 grandes leçons tirées des livres sur l'investissement avec Bassem Mejri. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille un littéraire. Alors oui, c'est sûr, c'est pas commun, mais on va quand même parler d'investissement. Mon idée, c'est que c'est bientôt Noël. Peut-être parmi vous, vous en avez encore, on va dire, des petits retards dans les cadeaux ou vous hésitez encore à acheter quelque chose. Je me suis dit, c'est trop bien. Bassem Mejri, il est dans les livres. Il va nous recommander 5 livres. Et en fait, au lieu de juste parler de livres comme ça, on va parler des grandes leçons qu'il a tirées de chaque livre. On va en débattre ensemble. Donc, ça va être un peu sympa. Et puis, peut-être que ça vous donnera envie d'acheter un de ces 5 livres qu'on va vous présenter. Alors, pour information, juste avant qu'on démarre, je suis une très mauvaise lectrice, donc je lis très peu. Donc, grosso modo, je sais déjà c'est quoi les livres qu'il va me présenter. Il n'y en a qu'un seul que je connais sur les 5. Donc, voilà, ça va peut-être me donner aussi envie de lire un peu plus. Donc, salut Bassem, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Je suis ravie que tu sois là. Ça va changer un petit peu, tu vois, on va faire un peu de littérature. Mais en même temps, je pense que ça va être riche d'enseignements pour les auditeurs. Génial. Alors, juste avant de commencer l'épisode, déjà, il faudrait que tu te présentes rapidement. Qui tu es, si tu peux nous faire un topo rapide quand même de où t'es né, où t'as grandi rapidement, pour qu'on sache de quel milieu tu viens au départ, si c'est possible. Bien sûr. Et au niveau des investissements, où t'en es. Et ça m'intéresse. Alors moi, je suis avant tout entrepreneur. Je pense que c'est la fonction qui me définit le mieux parce que ce qui m'anime au quotidien, c'est de faire des projets, c'est de démarrer des projets, c'est de les voir aboutir, c'est de les voir grandir parce que c'est un petit peu nos bébés. Donc on y injecte beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de passion dans tous ces projets-là. Donc voilà, ma fonction principale, c'est d'être entrepreneur. Ensuite, j'ai la très grande chance d'enseigner, de partager ma passion avec des étudiants en école de commerce en région parisienne. Donc je suis professeur en école de commerce dans plusieurs écoles à Paris. Et troisième casquette, je suis aussi éditeur. J'ai monté ma maison d'édition qui est spécialisée dans les finances personnelles. Donc, c'est vraiment un créneau et on ne veut pas en sortir. On est très bien dans notre niche. Et donc, on a une approche particulière. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres qui n'étaient jamais traduits en français. Et ça pose vraiment un grand problème parce que ça nous met en décalage avec le reste du monde. Et donc, on choisit des livres qui nous tiennent vraiment à cœur et qui mériteraient vraiment une édition, une traduction et le mettre à disposition de l'ensemble du public francophone. Ok. Et alors, donc, très clair, moi j'ai très bien compris ta carrière professionnelle où il y a 3 casquettes. Et toi, en tant que Bassem Mejri, l'humain personnel, Ouais. où tu as grandi, d'où tu viens, quelle est ta culture familiale autour de l'investissement ? Alors, je viens d'un milieu relativement modeste. On n'a pas grandi avec des cuillères en argent dans la bouche. Toutefois, dans ma famille, au sein de notre foyer, on avait une valeur cardinale qui était la connaissance, qui était le savoir. Et donc, j'ai eu un père qui était vraiment très à cheval sur les études. Donc, c'était vraiment une valeur cardinale dans notre éducation familiale. C'était vraiment le savoir, la connaissance. J'ai toujours grandi depuis ma plus tendre enfance au milieu des livres. Mon père est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études. C'est-à-dire que même quand j'avais encore l'âge de 10, 12 ans, 15 ans, j'étais encore un préado. Je me rappelle chez moi, il y avait encore des placards remplis de polycopiés, de livres, de feuilles, de cahiers. Donc, j'ai vraiment grandi dans cette ambiance scolaire et au milieu de tous ces livres. Donc, j'ai un rapport un peu viscéral, un peu organique avec le papier, l'encre, le stylo. Et donc, j'ai toujours cette passion, et peut-être que tu l'as également, d'aller dans les librairies pour sentir les livres, pour voir les livres. Donc, j'ai ce côté bibliophile que j'ai développé après au fil du temps quand je suis devenu plus adulte. Donc voilà, mais je pense que les germes de ça étaient déjà présents dans ma plus tendre enfance en fait. Et puis après, j'ai développé ça plus tard.
Et du côté de l'investissement, est-ce que t'as fait des choses? T'es passé à l'action sur certains sujets? Alors oui, en fait, ce que j'ai fait en tant qu'investisseur, c'est que j'ai commencé relativement tôt. J'ai créé ma première entreprise, je crois que j'avais 26 ou 27 ans, ce qui est relativement jeune. Avec le recul, maintenant, si je pouvais revenir dans le passé, j'aurais commencé dès l'âge de 18 ans à créer une entreprise par an parce que voilà, c'est être entrepreneur, en fait, c'est un mode de vie, si tu veux. C'est pas vraiment un métier en soi. C'est une manière d'appréhender les choses, d'appréhender le monde. Et si je pouvais revenir dans une machine à remonter le temps, comme dans Retour vers le futur, bah, je créerais plus d'entreprises plus tôt, ou maintenant j'aurais peut-être plus de background et plus d'expérience. Bref. Donc ouais, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 26 ou 27 ans. Ça, c'est le premier investissement que j'ai réalisé. Donc ça m'a vraiment forgé parce que là, faut faire des plans de financement, faut faire des comptes de résultats. C'est très rigoureux. Faut calculer les retours sur investissement. Après, d'un côté plus, en tant que bon père de famille, bah, je me suis lancé dans l'immobilier assez tôt aussi, assez jeune, avant l'âge de 30 ans. Après, tout est relatif, hein. Pour certains, c'est jeune. Pour d'autres, c'est déjà assez avancé. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai tout de suite acheté un premier appartement. Après, j'ai enchaîné avec un deuxième. J'ai enchaîné un troisième. Donc, j'ai déjà réalisé plusieurs opérations immobilières en France et à l'étranger. Donc, j'ai déjà quelques appartements. Mais c'est toujours perfectible. On peut toujours faire mieux. On peut toujours augmenter. On peut toujours améliorer les choses. Donc voilà, on va dire dans mes investissements. Donc il y a une partie entrepreneuriale. Ça, j'adore créer des nouvelles sociétés parce que c'est de l'argent qui tourne dans l'économie réelle. C'est vraiment quelque chose de factuel parce qu'on a des fournisseurs, parce qu'on a des salariés, parce qu'on travaille avec des freelances. Donc on est vraiment dans la vraie vie, dans le vrai monde. Il y a le côté immobilier. Donc ça, c'est plus de la pierre. Donc c'est plus sur le long terme. Et puis il y a le côté aussi où j'investis dans la bourse. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler quand on évoquera certains ouvrages. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc, c'est assez diversifié, en fait, finalement. Ouais, ouais, donc tu es un investisseur, on va dire, ouais, assez, ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais envie de dire, diversifié, touche à tout. T'es pas non plus à fond IMO, tu fais un peu de bourse. Voilà, en mode tranquille, un peu à droite à gauche, quoi. C'est ça si Oui, je résume. je suis un peu, si tu veux, comme un guépard, en fait. Je sais attendre l'heure pour saisir ma proie. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, l'investisseur, il doit être patient. Il doit savoir faire preuve de patience, surtout dans l'immobilier où les cycles d'amortissement sont très longs, sont hyper longs. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui est plus compulsif, qui est plus pressé, il faut aller sur d'autres véhicules financiers que l'immobilier qui s'inscrit sur des cycles longs. Par exemple, si je prends un crédit immobilier, ça m'engage sur 20, 25 ans, 15, 20, 25 ans. Donc, si je suis totalement impatient, ça va pas le faire. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai. Mais en même temps, tu vois, là, ce que je découvre, c'est que le business, justement, parce que là, moi, je suis nouvellement entrepreneuse depuis 1 an et demi, là, avec le podcast. Enfin, un petit peu plus qu'1 an et demi maintenant. Je trouve qu'il faut aussi pas mal de patience. Parce que, tu vois, t'exploses pas. Quand tu Non. lances ton podcast, je veux dire, tout le monde, au départ, tout le monde s'en fiche. Ah Donc, oui. faut aussi une forme de patience. Et c'est pas un temps. Enfin, je sais pas si on va en parler là dans les livres, mais. L'illusion du gain rapide, facile, en fait, il est quand même pas évident. Ça va demander quand même quelque chose dans tous les cas, quoi. Non, en fait, si tu veux, pour parler que de l'entrepreneuriat, il y a le moment où tu vas mettre en place ton système, comme par exemple un podcast, typiquement, Ouais, pour parler de toi. Et puis après, tu vas récolter ce que tu avais semé précédemment. Sauf qu'il y a toujours un gap, il y a toujours un intervalle de temps. Et c'est naturel, c'est bien. Et voilà, donc il y a le temps de la mise en place du système. Par exemple, moi, j'ai mis en place une maison d'édition. Mais une fois que le livre est sorti, je suis capable de le vendre 1 million de fois s'il le faut. Donc voilà, c'est ça. ouais, Donc exactement. il y a toujours deux temps dans l'entrepreneuriat. Il y a le temps de la mise en place du modèle, du système. Et une fois que le modèle est installé, il faut que tu fasses en sorte de le mettre en lumière, de trouver des relais comment dirais-je, pas de croissance, mais des relais médiatiques ou des relais de réseau ou de bouche à oreille, etc. Et puis après, voilà, après la magie prend forme. Bah, excellent, très bien. Donc, on est parfait. Franchement, j'ai bien compris ton profil, ton mindset, ton approche. On va pouvoir attaquer donc les 5 grandes leçons tirées Incroyable. des livres sur l'investissement. Alors, moi, je te redis, hein, je suis pas une grande lectrice, même si j'aimerais peut-être le mettre dans mes objectifs 2024 de lire plus, mais ça va me donner envie, je suis sûre.
Donc, le but, c'est que pour chaque livre, tu nous sortes un peu l'essence, la leçon la plus intéressante, en tout cas que toi, tu as jugé du livre, et de nous illustrer avec une petite anecdote ou quelque chose qui explique un peu, puis qu'on en débatte. Avec grand plaisir. Donc, c'est parti, je te laisse présenter le premier livre. Alors, le premier livre, c'est un très grand classique. Alors, l'intérêt de ce livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Alors, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il fait à peu près 40 ou 50 pages. Donc, même quelqu'un qui aime pas lire, même quelqu'un qui n'a pas le temps, franchement, il le termine en 1 heure. Enfin, 1 heure, 1 heure 30 selon la vitesse de lecture. C'est un livre qui est sorti en 1923. Donc, c'est un livre assez ancien, presque maintenant 100 ans, et qui a été écrit par un certain George Samuel Clayson. Et en fait, ce qui est génial dans ce livre, ce que j'ai beaucoup apprécié dans L'homme le plus riche de Babylone, c'est qu'on revient dans des temps antiques, en fait. C'est-à-dire qu'on croit toujours que la richesse, c'est lié à Wall Street, c'est lié à Hollywood, il y a toujours ce rêve américain, un peu, on se dit, ouais, voilà, ça se passe comme ça se passe à Dubaï et tout. Et là, pas du tout. En fait, le livre, il prend le contre-pied de ça, et on est renvoyé même pas à l'Empire romain, on est avant l'Empire romain. On est avec les Babyloniens. On est vraiment dans des temps ancestraux, pas loin de la Grèce antique, donc on n'est pas loin de Socrate, de Platon. Et tout de suite, le livre, il a tout de suite un côté à la fois conte pour enfants, il a un côté un peu philosophique, parce qu'on est quand même dans une période importante de l'histoire de l'humanité. C'est quand même la création de la démocratie, ce qui est pas rien, ce qui nous suit encore aujourd'hui. Et donc, c'est quelqu'un qui raconte, on est à Babylone, et donc c'est quelqu'un qui donne, si tu veux, quelques leçons à propos de l'argent et de la richesse, et on se dit finalement, 3000 ans plus tard, 4000 ans plus tard, ça n'a pas changé. L'argent, les règles qui régissent l'argent, la richesse et tout le processus qui va avec, c'était le même il y a 10 000 ans, et c'est le même aujourd'hui, et ça sera pareil dans 10 000 ans. Ce sont des règles immuables, si tu veux. Donc ce livre, il est vraiment empreint il est teinté d'une certaine philosophie, d'une certaine spiritualité. Et le secret, il est tellement évident que quand on te le donne, en fait, tu te dis, ah ouais, c'est que ça, en fait. Enfin, il y a un côté où le secret, tu dis, bah ouais, il y a un côté, tu sais, un peu la vérité de la palisse. Tu dis, ah ouais, c'est que ça. Tout le monde le sait, ça, en principe. Et sauf que tout le monde le sait, mais personne ne le fait, en fait. C'est ça le problème. Et Donc, c'est quoi alors la leçon, la leçon principale qui te fait waouh dans ce livre? Alors, la leçon principale, c'est que l'homme le plus riche de Babylone, c'est celui, en fait, qui automatise son épargne. C'est-à-dire que sur son salaire, c'est bien explicité dans le livre, et je vais tenter de l'expliciter tout aussi clairement, c'est que quand tu reçois ton salaire, d'accord, il y a automatiquement le quart qui doit être automatiquement épargné. Et en appliquant cette règle qui peut paraître très basique, et je pense que tout le monde peut comprendre, et ça te garantit de ne jamais manquer de rien dans ta vie, parce que tu auras toujours ce qu'on appelle aujourd'hui un fonds de sécurité, bien connu dans la finance personnelle, le fonds de sécurité. Et donc, ça va te créer ton capital. C'est ce qui va te permettre d'investir. C'est ce qui va te permettre de créer ta richesse future. Ouais, non, mais moi, j'adore. J'adore. Ça paraît tout bête. C'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Mais moi, je le vois, je l'observe avec les personnes, nos amis, des gens qu'on côtoie. Mais en fait, c'est évident pour personne, en fait. Enfin, il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas évident du tout. Parce que ils ont une augmentation de salaire, ils augmentent leur train de vie. Quelle erreur! C'est horrible. C'est vraiment une erreur. Oh là là, cette erreur-là, elle fait très mal. Ouais. Elle fait vraiment très mal. Et j'ai testé, parce que chacune des leçons qu'on va partager aujourd'hui ensemble, Dorine, je les ai vraiment toutes testées dans ma vraie vie. Et j'ai testé ça avec le livret A. Enfin, le livret A, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et franchement, ça marche. Parce que on se rend pas compte. Le virement, il est automatisé à partir du compte courant vers le livret A. Et puis, les années passent vite, le temps passe vite. On se réveille, 3-4 ans sont déjà passés, et boum, on a, je sais pas moi, 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000 euros qui ont été mis de côté. Ouais. Et donc ça nous permet d'enclencher un projet, de créer quelque chose, d'avoir un apport pour acheter son premier appartement, par exemple. C'est un bon début. Carrément. Et ça me fait penser, parce que je sais plus c'est qui disait ça, paye-toi d'abord. Ah oui, paie-toi en premier. Paie-toi en premier. First, yes. Ouais, je sais pas c'est quel livre. Tu vois, moi j'ai des notions de livres, mais tu vois, j'ai des bribes. Ah ouais, mais c'est bien, si t'arrives à choper ça, déjà, c'est parfait. Non, ouais, paie-toi en premier, oui. Oui. En fait, et en gros, de se dire, faut le faire dès le début du mois.
En fait, t'attends pas d'attendre, d'avoir tout consommé et de voir ce qui te reste. C'est en fait, tu fais un virement automatique dès le début du mois Ah oui, 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 oui. et comme ça, c'est fait, quoi. Et après, Non, mais faut même pas que tu y penses, en fait. Faut que ça soit ouais, géré en automatique. c'est ça, en C'est ça, automatique je en te dis, début de c'est ce mois. que Ouais, qu'on disait en introduction, Dorine. Il faut que tu mettes en place le système et après tu vois par toi-même ce qui marche. Et là, franchement, c'est, comment dirais-je? Là, ça marche, ça peut pas rater, quoi. C'est indéboulonnable. ouais. Donc là, c'est imparable. Et en plus de ça, ce qui est génial avec ce truc, enfin, on en parle, peut-être que les gens ils se disent ah mais c'est bidon comme conseil, mais en vrai, c'est génial parce Non, que c'est génial. en fait, c'est un conseil qui est universel pour tout type d'investissement. C'est-à-dire que tu veuilles monter un business, que tu veuilles faire de l'immobilier, que tu veuilles faire de la bourse ou de la crypto-monnaie, mais dans tous les cas, t'as pas de cash, t'as pas d'argent de côté, mais T'es t'es mort. mort, quoi. T'es Mais mort, c'est t'es ça. mort. Même si tu as les meilleures intentions du monde, Mais tu es ouais, la meilleure personne du monde, tu as le meilleur cœur, si t'as pas ce capital de départ, t'es KO, mais c'est ça. simplement. T'es hors jeu. C'est Malheureusement, ça. c'est triste à dire. T'es hors jeu. J'ai vraiment fait la liste d'une manière chronologique, hein. J'ai vraiment fait les lois, enfin les leçons pour que l'audience, le public, puisse vraiment que les lois s'imbriquent et se complètent de manière logique. Ok. Ok, donc déjà là, tous les auditeurs qui n'ont pas d'économie de côté, je vous ordonne d'aller Ah lire ce oui, livre. ah oui, 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 Parce oui, que oui. là, c'est pas possible, tu vois. Tous ceux Oui, qui, à la limite, ont déjà l'habitude d'économiser beaucoup, ok, oui. tu vois, mais tous les autres, vous achetez pour revenir aux bases, quoi. Oui. En plus, comme le système il est automatisé, toi en tant que personne, ça te demande zéro effort. À part le fait de suivre tes comptes, de pas être dans le rouge, de pas être dans le négatif. À part ça, ça demande vraiment zéro effort, quoi. Mais Ouais. zéro effort. J'y pense, moi je le fais, j'y pense même plus maintenant. Bah oui, mais non, mais en fait, c'est évident, mais je le sais parce que je côtoie du monde des fois et tu sais, ils vont dire oui, mais alors soit ça va être oui, mais c'est difficile, c'est ric-rac, mais j'en ai besoin, nanana. Donc tu sais, ils s'inventent des besoins. Enfin, je le sais, hein, les auditeurs du podcast, c'est pas des personnes qui gagnent très peu d'argent. En général, c'est plutôt des personnes qui gagnent quand même correctement leur vie. En moyenne, hein, je fais une statistique générale des auditeurs et je sais que ils sont en réalité capables et il y a une partie des choses qu'ils achètent qui n'est pas forcément nécessaire et qui peuvent diminuer et accepter de baisser un peu son train de vie pour investir sur soi sur le long terme, c'est quand même à la portée de beaucoup de monde. Je dis pas de tout le monde, mais de beaucoup de monde. Donc, De toute façon, cette leçon, elle est importante, tu sais pourquoi? Parce que on dit souvent que investir dans l'immobilier, c'est de l'épargne forcée, quelque part. Parce que oui, moi, quand je rembourse la dette du crédit du bien immobilier que j'ai acheté, finalement, je suis pas en train de rembourser le banquier. Je suis en train de rembourser le patrimoine que je suis en train de constituer pour moi et pour mes futurs descendants. Donc, à partir de là, c'est en fait le fait de rentrer dans ce système d'épargne forcée, il faut déjà que tu te forces la main avant de rentrer dans l'épargne forcée. C'est-à-dire que tu dois déjà mettre en place un livret A qui va te constituer un apport personnel ou un capital. Donc, avant même de commencer l'épargne forcée de l'immobilier, tu dois commencer l'épargne forcée dans le livret A. C'est une ouais, sorte de discipline, si tu veux. C'est comme un mantra. exactement. Mais en fait, tu vois, l'épargne forcée, moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas mal l'immobilier quand, tu sais, quand les personnes, elles arrivent pas et qu'elles galèrent trop à économiser, je leur dis, bah, au moins, t'achètes ta résidence principale parce que indirectement, tu te forces au moins. Mais je dis pas que c'est le mieux, hein. C'est le Ouais. moins pire au moins d'avoir fait ça. Oui. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils arrivent pas, quoi. Tu sais, je sais pas, l'argent, ça leur brûle les doigts et ils arrivent pas à garder l'argent. Je dis, au moins, tu fais un peu d'immobilier pour ta résidence principale, au pire du pire. Au moins, t'as quand même indirectement t'économises, même si tu n'y arrives pas. Et je veux préciser aussi aux auditeurs, c'est que, tu sais, des fois, t'as de l'argent de côté, mais tu sais, au moindre souci, ah ben non, mais hop, ah mais pour un voyage, hop, pour nouvelle machine, oh tiens, j'ai envie de me mettre au sport, j'achète un vélo elliptique chez moi, tu vois. Et puis Ouais. hop, ils prennent dedans. Tu sais, je fais non, 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 ça c'est pas. L'épargne là, elle est pour ton avenir et tes projets, elle est pas pour tes caprices, tu vois. Elle est là Ça, c'est pour du incroyable. sérieux, quoi. Ouais, c'est incroyable parce que les gens, si tu veux, en fait, on va en parler peut-être après dans les autres livres, mais ça dépend du mindset de la personne. C'est-à-dire que si la personne, elle est calibrée mentalement pour être en mode, je te donne un exemple tout simple, ouais, vas-y, on n'a qu'une vie, vas-y, on profite, on s'en fout, on verra demain. Si la personne, elle pense comme ça, waouh, elle va dépenser, mais d'une manière ingérable. Ouais, mais OK? carrément. Et par contre, si tu as une vision, c'est comme l'histoire de la cigale et de la fourmi, en fait. En fait, on revient toujours à des choses assez basiques, en fait, finalement. Il n'y a pas besoin d'aller très loin.
Et en fait, si tu es plus prévoyant, si tu es plus prévoyante, si tu vois loin, bah, tu réfléchis pas en mode, ouais, on n'a qu'une vie, on fait tout et n'importe quoi. Non. Ton argent, c'est une ressource qui est importante. Déjà, pour l'avoir, en principe, tu as converti ton temps pour recevoir une rémunération si tu es un salarié. Donc, tu es en train de brûler ton temps. Donc, moi, ce que j'aime bien dire aussi quand on me demande des conseils financiers, je dis, voilà, cet objet-là, il coûte 12 euros, 20 euros, mais essaie de le convertir en temps. Et là, tout de suite, ça va te refroidir. Parce que si tu gagnes, je sais pas moi, 20 euros de l'heure et que là, tu te dis, voilà, je suis en train de dépenser 1 heure de ma vie dans ce bidule-là, ah oui, tu te dis, non, quand même, non, là, quand même, c'est beaucoup. Donc, il faut aussi quantifier ça en termes de temps de travail aussi. Ça peut refroidir certaines ardeurs. Ouais, 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 ça c'est pas bête. Non mais très bien. Bon, c'est bon, je pense qu'on a fait la morale Ah, assez voilà. suffisamment à nos auditeurs. Bon, ça va, ça va. on, va, on va passer à la leçon suivante sur le deuxième livre du coup. Donc Super. là c'est bon, là on vous arrête de vous embêter, on passe à la suite. Donc, on passe à la suite. Alors, sans transition, on passe au Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est vraiment un gros, je pense que c'est l'un des plus gros best-sellers de finances personnelles au monde. À ma connaissance, il s'en est vendu environ 60 millions d'exemplaires dans le monde. Et pour info, moi je l'ai lu. Hein. Alors pour le coup, comme je lis pas Voilà. beaucoup, Donc, je l'ai il a lu. vraiment touché beaucoup de personnes. Ouais, ouais. Donc, la leçon de ce livre, donc, je vais peut-être pitcher un peu le livre parce que peut-être il y a des personnes qui l'ont pas lu. Je vais pas partir du principe que les gens l'ont lu. En fait, c'est l'histoire de l'auteur lui-même, donc Robert Kiyosaki, qui est un Américain d'origine hawaïenne, donc il a des origines asiatiques. D'ailleurs, on le voit dans le livre, il apparaît sur la fameuse couverture de l'ouvrage. C'est un personnage très sympathique. Il est assez actif sur les réseaux sociaux. Donc, il est sur Facebook, Instagram et Twitter. Et donc, en fait, il revient dans son enfance. C'est un peu comme un conte aussi. Un conte. Il y a un peu de développement personnel. C'est vraiment un super livre, très facile à lire. Et en fait, il raconte qu'en fait, il a son père biologique, son propre père, et il a le père de son meilleur ami, parce qu'en fait, son meilleur ami est aussi son voisin. Et en fait, il passait beaucoup de temps avec son meilleur ami étant adolescent, étant jeune. Donc, il a pu confronter un petit peu le mindset de son papa à lui et le mindset du papa de son meilleur ami. Et donc, au fil du livre, on comprend qu'en fait, il va avoir deux pères. Bien sûr, c'est une image. Il va avoir le père riche et le père pauvre, et avec beaucoup de pédagogie, avec une écriture très légère. Il va nous confronter à la fois l'état d'esprit du père pauvre, qui est en fait son père biologique, à l'état d'esprit du père riche, avec vraiment des exemples très factuels. Donc, par exemple, le père pauvre va lui dire, va à l'université, obtiens ton diplôme et trouve un travail. Tandis que le père riche va lui dire, tu peux faire des études si tu en as envie, mais surtout crée un business et forme-toi tes propres opportunités. Donc, à chaque fois, sur chaque thématique, on a vraiment l'avis du père riche et du père pauvre sur énormément de thématiques. Le livre, il est très plaisant à lire. C'est presque un livre, je dirais limite jouissif, parce que quand tu le lis, il y a vraiment des moments de bravoure incroyables où tu te dis, ah ouais, c'est bon. Là, je mets le doigt sur la vérité de la richesse et c'est incroyable. Donc, c'est un livre qui mérite d'être lu, d'être relu, parce qu'à chaque fois qu'on mûrit, on redécouvre des choses. C'est un livre vraiment incroyable, vraiment à mettre entre toutes les mains. Je pense que l'enseignement de ce livre, je le dis, je l'ai dit dans quelques podcasts, mais je le redis ici chez toi, Dorine, il devrait être enseigné au lycée, quoi, parce que dès la seconde, la première, on devrait avoir quelques cours, non pas de finance, mais de développement personnel ou de finance personnelle. Ça me paraît tellement essentiel pour nos futurs citoyens, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les citoyens de demain, pour qu'ils puissent bien gérer, qu'on puisse avoir un pays avec des personnes vraiment aguerries et combatives, dans le bon sens du terme. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, carrément. C'est vraiment un livre incroyable. Et la leçon, alors, enfin, si tu as une leçon particulière à tirer du livre que t'as aimé. Alors, le nectar, qu'est-ce que j'ai retenu? Le concentré de ce que j'ai retenu du livre, c'est qu'en fait, avec une même personne soumise à un mindset différent peut devenir quelqu'un de totalement différent. C'est-à-dire un enfant, selon l'éducation qu'il reçoit, selon l'état d'esprit dans lequel il a baigné, les principes auxquels il a été exposé, ça peut en faire soit quelqu'un qui va être hyper successful, ou bien ça peut en faire quelqu'un de peut-être qui sera heureux, et c'est tant mieux, mais qui va pas atteindre des niveaux de succès qui sont incroyables. Donc c'est ça la leçon que je retiens, c'est que tout est une histoire d'éducation et de mindset. Donc ce livre-là, il m'a vraiment mis en avant l'importance d'avoir le bon mindset pour saisir les bonnes opportunités et avoir la bonne éducation.
financière. Non, mais en plus, je me permets parce que c'est le seul livre que j'ai lu, donc je peux faire un commentaire. Tu peux pas dire. C'est que moi, le truc qui m'a marqué dans Père riche, Père pauvre, c'est le moment, il me semble, il y a un moment où il parle du fait que il y a eu des difficultés financières des deux côtés. C'est-à-dire que le père pauvre a eu des difficultés financières et le père riche a eu des difficultés financières. Et en fait, c'était l'approche de la difficulté financière. C'est-à-dire que le père pauvre, je sais plus exactement qu'est-ce qu'il a dû dire, mais il a dû dire un truc classique du genre ah ben on n'a pas les moyens, c'est difficile, je sais pas quoi, on n'a pas de chance, je sais pas quoi. Et le père riche, il disait bon, on a juste un problème momentané de trésorerie. Tu vois, mais c'est un problème passager de trésorerie. C'est juste qu'en ce moment, la trésorerie, on est à sec. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que vraiment, il y a un raisonnement en mode entrepreneur. C'est juste que la trésorerie est basse, mais ça veut rien dire, entre guillemets, tu vois. Non, mais c'est même plus puissant que ça, si tu veux, parce que celui qui a des difficultés financières, bon, il va accuser le coup. C'est normal, c'est humain quelque part. Mais le père riche, il va se dire, en fait, ce passage à vide, ça va être pour moi peut-être l'opportunité de trouver des nouvelles opportunités business auxquelles j'avais pas pensé. Ça va me permettre de me réinventer et de me projeter vers l'avant. Tandis que le père pauvre, il va se dire, bon, on accuse le coup, bon, c'est difficile. Donc, il va vivre plus la situation, entre guillemets, je mets des gros guillemets, il va plus subir la situation comme une victime, mais des guillemets parce que des fois, il y a quand même des circonstances atténuantes. Et tandis que le père riche, il va être proactif, il va profiter de ce passage à vide pour se réinventer et pour aller de l'avant et pour se créer des nouvelles opportunités. Très bien. Non, mais carrément. Mais moi, je suis d'accord que moi, c'est un livre en tout cas qui m'a impacté beaucoup. Cyril aussi, tu sais, de se dire que c'est possible. Que, enfin, c'est moi, pour Ouais. moi en tout cas, il a une importance dans nos investissements. J'avais dû le lire, je sais pas, après aux alentours de notre deuxième acquisition d'immeuble, et je sais qu'il m'avait donné la force. En tout cas, enfin, il a contribué en tout cas à ce petit cheminement qu'on a eu. De me dire ah ouais, en fait tu peux devenir riche, en fait c'est dans ta tête le problème, Dorine. Faut que tu avances, quoi. En fait, c'est un livre qui ouvre une voie, qui pave le chemin. Il te dit, voilà, pour aller de ton niveau aujourd'hui à ce que tu souhaiterais dans l'idéal, Robert Kiyosaki, il a eu la force avec ce livre, hein, vraiment, bravo à lui. Il a réussi à créer un chemin que tu peux emprunter dans le livre et après, il faut le refaire dans la vraie vie. C'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Et en tout cas, il a pavé le chemin pour des millions de personnes et rien que pour ça, il est rentré dans l'histoire à tout Trop jamais, bien. dans la légende même. Trop bien. Bon, on peut dire que c'est bon pour le livre là. Je sais pas si du coup on peut passer au troisième livre, donc Avec grand plaisir. On peut passer au troisième livre. Donc, le troisième livre, c'est Deux millionnaires next door. Donc, c'est le livre que moi-même, j'ai traduit et j'ai édité. Donc, j'ai eu l'honneur de l'éditer parce que aucun éditeur avant moi ne l'avait fait. C'était très étonnant parce que le livre est sorti quand même en 1996. Et il a fallu attendre 2020 pour qu'il sorte en français. Donc, il s'est passé pas mal de temps. Et en fait, l'histoire de ce livre, je raconte juste l'histoire de l'édition française de ce livre rapidement. C'est qu'en fait, je le cherchais en français sur Amazon, comme tout bon lecteur de finances personnelles. Parce que moi, j'ai un côté un peu collectionneur, tu sais. Une fois que j'ai découvert L'homme le plus riche de Babylone et que j'avais lu Robert Kiyosaki, j'étais rentré dans le mood. Je voulais compléter ma collection et donc je cherchais d'autres ouvrages où j'allais découvrir d'autres secrets sur l'argent et d'autres secrets sur la richesse et le fait de devenir millionnaire. Et celui-là, il avait attiré mon attention parce que sur Instagram, je suis abonné à beaucoup de comptes qui recommandent des livres aux États-Unis, plutôt américains. Donc aux États-Unis, on appelle ça les livres de non-fiction. En France, on dit pas ça. Mais aux États-Unis, en fait, si tu veux, tu as les livres de fiction. Enfin, en France, on dit les romans. Donc ici, on a la littérature jeunesse, le roman. On a les mangas qui sont vraiment très lus. Et puis là-bas, ils appellent ça la non-fiction. Donc je me suis abonné à plein de comptes de personnes qui sont dans la non-fiction. Et donc les gros pavés dans la non-fiction, c'est le développement personnel, c'est les finances personnelles aux États-Unis. Bref. Et donc je voyais ce livre revenir régulièrement et il a vraiment attiré mon attention parce que la couverture est très belle. Le livre est un classique absolu. Il a le record du nombre de semaines numéro 1 au New York Times best-seller. Dans la liste des best-sellers, je crois qu'il est resté 168 semaines de mémoire, numéro 1, ce qui est un record absolu. Et il s'est écoulé, je crois, après plus de 4 millions d'exemplaires. Bref. Donc, Millionnaire Next Door, qu'est-ce que c'est?
maintenant que j'ai raconté un petit peu l'histoire, qu'est-ce que c'est ce livre-là? En fait, c'est un livre qui a été écrit par deux universitaires américains, donc Thomas J. Stanley et William Danko. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des spécialistes de la richesse aux États-Unis, c'est-à-dire que ce sont des statisticiens. Donc, ils analysent des statistiques et en fait, ils ont fait une analyse sur les millionnaires américains pour dresser le profil type du millionnaire, de ses habitudes, de comment il a fait, de pourquoi, pour pareil dans la même démarche que Robert Kiyosaki avec un autre angle d'attaque. Donc ils ont collecté beaucoup d'informations et les découvertes qu'ils ont réalisées sont dans le livre Millionnaire Next Door. Donc on a une sorte de profilage de millionnaires pour les étudier, pour les analyser, mais avec un côté très mathématique, un côté très universitaire. Donc, c'est vraiment une étude hyper sérieuse. D'ailleurs, dans le livre, il y a beaucoup de tableaux statistiques pour appuyer leurs propos. Et c'est un ouvrage dont on sort vraiment transformé parce qu'on se dit, enfin, moi, c'est la leçon que j'ai retenue quand j'ai terminé de le lire, c'est que je me dis, si eux, ils l'ont fait, il n'y a aucune raison que moi, je le fasse pas. Tu vois le truc? C'est comme quand on est ado, tu sais que, tu sais, il y a le bac, tu sais, t'as toujours l'angoisse du bac. Est-ce que je vais avoir mon bac? C'est la grande question quand t'as 17, 18 ans, 19 ans. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, bah, si lui, il l'a eu, avec son niveau de connaissance, attends, mais moi aussi, je vais déchirer. Je vais déchirer le bac. Tu vois le truc? Je suis sorti avec ça, tu vois. Je me dis, mais si eux, ils l'ont fait, ça, parce qu'en fait, ils ramènent ça à un niveau presque banal. C'est-à-dire, de devenir millionnaire, c'est presque simple. Il faut juste avoir il faut juste choper le bon truc au début, tu vois, et après, bah, tu suis le fil d'Ariane et puis tu arrives là où tu dois arriver. C'est limite simple. Quand j'ai refermé le livre, je dis, en fait, c'est que ça, en fait. Ah, c'est bidon, c'est simple, c'est rien. Faut juste mettre en place les bons systèmes, bien les piloter, y consacrer un peu de temps, c'est normal. Et puis, voilà. Donc, voilà la leçon, enfin, l'une des leçons, enfin, la conclusion à laquelle je suis arrivé. Alors, qu'est-ce que révèle le livre, dans le fond? Parce que là, je t'ai donné un peu plus mon sentiment, mon ressenti personnel que la leçon. Qu'est-ce que révèle le livre Un millionnaire next door, sans vouloir le spoiler, parce qu'il faudrait que les gens le lisent pour en découvrir d'autres subtilités? C'est qu'en fait, le millionnaire, le vrai millionnaire américain, mais c'est pareil pour le français, c'est pareil pour l'européen, c'est-à-dire on vous a menti sur le millionnaire. C'est ça que le livre nous raconte. OK? Parce que tu sais, dans les séries télé, dans les films, dans les clips, on a une profusion de voitures, de vêtements, de châteaux, pour faire rêver le public. Mais quand on analyse les vrais millionnaires du quotidien, mais ils sont d'une banalité, limite, le gars, il est à côté de toi en train de pousser le caddie à Leclerc ou à Auchan ou à Carrefour, quoi. C'est vraiment tu te dis, c'est ça un millionnaire? C'est d'une banalité affligeante. Et en fait, on se rend compte quand on lit le livre que le millionnaire, qu'est-ce qu'il a comme dénominateur commun? Qu'est-ce qu'ils ont tous ces millionnaires qui ont été étudiés par ces deux universitaires? Premièrement, premier secret révélé dans le livre, c'est qu'ils déjà, ils vivent pas dans les quartiers chics. C'est faux. Ils vivent dans la classe moyenne. Et paradoxalement, c'est le fait de vivre aux côtés des gens de la classe moyenne qui fait d'eux des riches. Parce que leur niveau de vie, il n'est pas ostentatoire. Il n'est pas au-dessus de la moyenne. Ils ont une Volvo d'occasion ou ils ont une Renault Mégane en France. Et le fait de vivre comme la classe moyenne, comme le commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi, et d'avoir des stratégies d'investissement comme Cyril et toi-même, c'est ce gap. On parlait tout à l'heure du niveau de vie et tu as fait raison d'en parler. C'est le fait d'avoir un niveau de vie, on va dire entre guillemets normal, standard, et d'investir la plus-value et cette différence de l'investir à bon escient qui fait de toi quelqu'un de millionnaire. Ouais, mais en fait, c'est tellement vrai et en fait, ça me parle trop parce que, en l'occurrence, nous, on est millionnaires en brut, en tout cas, multimillionnaires en brut. Et en fait, tu vois, là, on est locataire dans une résidence avec un immeuble. L'appartement, il est moins bien que tous nos copains. Tu vois, je veux dire, on vit dans un endroit... Enfin, je donne un exemple, je me prends pour le millionnaire du livre, quoi, mais...
Ah ouais, mais là, c'est toi la millionnaire Tu next vois? door. Mais non, mais J'adore. j'explique. J'adore, c'est toi le C'est millionnaire que next door. franchement, nous, on est locataires dans un appartement qu'on trouve pas terrible, tu vois? Franchement, il est pas terrible, mais on avait vraiment fait ce choix conscient. On roule dans une voiture, ça me gonfle. Parce que je te jure, des fois, ça me gonfle, tu vois? J'ai envie de dire: «On rachète une nouvelle voiture!» Mais non, on a vraiment la voiture lambda et en fait, c'est super drôle parce que, tu vois, on s'habille, même des fois sur Instagram, il y a des gens qui m'ont dit, que je m'habille comme un plouc, tu vois? Mais tu vois, ça me dérange pas, tu vois? Je comprends. Mais parce qu'en fait, les gens, ils se disent et même toi, en fait, même quand t'es sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu te dis: «Bah, les gens, ils vont pas me croire, que j'ai des millions, en fait». Parce que c'est vrai que, bah, je vis dans un appart pourri, je m'habille bof et puis j'ai une voiture, bah, j'aimerais bien changer mais bon, c'est quand même pas très rentable de changer une voiture donc je préfère quand même la garder plutôt que et investir en crypto ou faire des autres trucs, tu vois? Plutôt que de juste changer de voiture pour faire bien, pour que les gens, ils me regardent et en fait, moi, c'est mon raisonnement. C'est super intéressant et tu vois, par nous, on met dans les enfants, ils sont dans une école, semi-privée, mais en réalité, semi-privée, enfin avec toute la classe moyenne, classique, enfin normale, tu vois? C'est pas, tu sais, une école privée, conventionnée avec l'État, enfin c'est quand même quasiment public, quoi et tu as des gens qui viennent, tu sais, avec leurs grosses Tesla, leurs grosses Porsche machin et tout, tu vois? Mais en fait, moi, j'ai appris et même en discutant parce que tu sais, maintenant comme on accompagne du monde, j'ai des calls aussi avec des gens en appel découverte, ils me révèlent absolument toute leur fortune et tout ce qu'ils ont comme bien, etc. Et en fait, tu as des gens, mais ils ont des leasings sur des voitures de luxe. Mais les gars, mais vous avez pas 20 000 € de côté, quoi. T'as pas 20 000 €. T'as une bagnole que tu loues je sais pas combien tous les mois juste pour faire bien, mais t'as pas 20 000 € de côté. Je dis, mais en fait, t'es pauvre, quoi. Enfin, tu vois, enfin, et finalement, ouais, c'est ça, c'est un peu le cliché, tu vois, du. Et ce que tu me dis, c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que tu as lu le livre. Ouais, mais moi, je le vois dans mon quotidien. Je le vois, le livre. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je fais mes statistiques toute seule, quoi, tu vois. Oh, tu perçois le livre. Tu Mais je l'ai perçois le pas lu, livre. mais je le sais, les statistiques, parce que moi, j'adore observer. Enfin, j'observe le monde, moi. C'est comme ça ma lecture, tu vois. Et donc, la leçon de Millionnaire Next Door, si je fais une synthèse, parce qu'il y a beaucoup d'autres détails sur lesquels on n'a pas le temps de s'arrêter, c'est qu'en fait, tu as deux choix dans la vie. Soit tu es dans le flashy, comme tu l'as dit, t'es dans le m'as-tu vu, soit tu es dans le frugal, en un terme générique qui résume tout ce que tu as décrit, c'est-à-dire en termes d'appartement, en termes de vêtements, en termes de véhicules, machin. Donc voilà, tu as deux choix. Soit t'es dans l'ostentatoire, c'est-à-dire tu veux faire bien en roulant dans des véhicules hors de prix, qui sont franchement les prix sont pas justifiés, juste pour te donner une carrure sociale qui est totalement ridicule parce que les gens qui vont dans la route de toute façon ils connaissent pas, ils vont pas te recroiser de toute manière, mais toi ça flatte ton ego d'être dans une BMW, d'être dans une Mercedes ou dans une Tesla, dernier cri. Toi ça te flatte ton ego, tu as l'impression d'être important. Mais tout ça, c'est du fake, c'est du faux. Parce que derrière, tu as des mensualités, tu as des taux d'intérêt, tu as des mensualités. Et bon, si c'est pas une voiture de fonction, c'est pour ta pomme, quoi. Donc moi, l'argent, plutôt que d'acheter un modèle X, Y ou Z de chez Tesla, je préfère plutôt investir cet argent sur l'immobilier pour améliorer mon patrimoine immobilier et faire grossir ma fortune, entre guillemets, même si c'est pas du cash, même si c'est pas de l'argent sonnant et de l'argent sonnant et trébuchant, bah voilà, quand même, j'ai sécurisé mon investissement. Non, mais de toute façon, j'ai trop envie de le lire quand même, le livre, de toute façon. Donc, Non, il est non, incroyable. mais c'est décidé, là. 2024, je vais mettre ça dans mes objectifs de me remettre à lire un peu plus sérieusement. Et ce qui est marrant, juste pour compléter avec Millionaire Next Door, c'est qu'il y a un chapitre, en fait, où il raconte, au sein d'un même cabinet médical, tu as un chirurgien et tu as son infirmière, enfin son assistante principale. Et ils ont fait, donc, bien sûr, c'est volontaire, donc de prendre le chirurgien, en plus américain, bien visible, comme dans les séries, et puis de prendre l'assistante médicale. Et en fait, ils expliquent que l'assistante médicale, en optant pour les principes de Millionaire Next Door, elle est certainement plus riche que son collègue chirurgien, qui lui roule en Porsche, même pas en Tesla, roule en Porsche, qui doit avoir plusieurs costumes parce qu'il faut être bien habillé avec une cravate, il en faut peut-être, on va dire, des costumes en plus sur mesure. Donc, t'imagines le prix du costume. Il en faut minimum un par semaine parce qu'il faut changer tous les jours. Il s'agit pas de porter le même costume tous les jours. Il vit dans une résidence bah, comme celle qu'on voit dans les séries, donc avec piscine, majordome et gouvernante.
Le réfrigérateur, il fait à peu près la taille d'un stade de foot, donc pour le remplir, je te raconte pas les courses qu'il faut faire. Donc, il est dans un mode de vie où il est en train de brûler un cash inimaginable. Juste pour dire, voilà, bah, moi, je suis un chirurgien. Et en plus, je vais avoir la bonne Rolex qui va bien avec au poignet pour bien montrer que j'ai bien réussi dans la vie. Tandis que l'assistante médicale, elle va pas faire tout ça. Elle va vivre d'une manière, on va dire, raisonnable. On va dire raisonnable. Elle va investir intelligemment. Et ben, dans le livre, ils font des tableaux. Ben, ils montrent qu'au bout de 5, 10 ans, 15 ans, plus le temps passe, plus l'assistante médicale, elle se révèle beaucoup plus riche en termes de patrimoine, en termes de capitaux, en termes d'épargne que le Golden Boy qui est patron du cabinet ou de la clinique ou de ce que tu Ouais, veux. mais c'est trop intéressant. Mais en fait, moi, ce que je trouve, moi, on sort un peu du sujet, mais j'ai quand même envie de le partager. C'est que quand tu es dans cette situation où tu vis de façon entre guillemets frugale, en tout cas pour mettre, en tout cas, tu enlèves ton ego et tu te dis bah moi mon objectif c'est mon patrimoine, le long terme, mon avenir. Moi en tout cas, j'arrive au stade où j'ai envie d'augmenter mon niveau de vie, mais tu vois, je sais que je pourrais me le permettre, mais tu vois, à partir de quand le millionnaire peut profiter un peu plus, tu vois? C'est le stade où tu te dis, ok, tu vois, c'est bon, je suis tellement sécurisée que là, j'aurai 10 000, 15 000 euros par mois pour ma retraite. Et à un moment donné, tu peux te dire, allez, tu peux te faire un peu Ouais, plaisir et entre guillemets passer au-dessus. Mais tu vois, quand t'as grandi, et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est tellement dans ton mindset après et ancré parce que pendant des années, tu t'es dit non, 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 non. ouais, c'est une habitude qui est très profonde parce que tu l'as tellement ancré dans ton esprit, dans tes habitudes au quotidien, que basculer ensuite changer, c'est Ouais, très c'est super dur. difficile. Il y a beaucoup de résistance parce que tu t'es freiné pendant longtemps. Voilà. Bon, bref, c'était juste pour partager mon petit. Non, mais tu as raison. Il y a aussi, juste pour finir avec Millionnaire Next Door très rapidement, il y a aussi le cas de deux familles. Une famille, en fait, qui aide beaucoup ses enfants, qui les aide parce qu'ils sont en difficulté financière. En fait, il y a tout le thème de la transmission du savoir et de la transmission des connaissances. Donc, tu as une famille qui vient en aide tout le temps à ses fils, à ses enfants, à ses filles, parce qu'en fait, elle n'aura pas transmis cette éducation financière qui est déjà au préalable dans le livre. Donc, en fait, les auteurs nous disent que si nous-mêmes on transmet pas les bonnes connaissances, le bon savoir, on va le payer de plusieurs manières différentes. On va le payer d'un point de vue émotionnel, on va le payer d'un point de vue temporel, on va le payer de manière financière. Donc, on a une famille qui va aider sa famille, donc ça lui coûte de l'argent, elle est obligée de soutenir parce il y a des difficultés. Et puis, il y a l'exemple d'une autre famille où les parents ont bien éduqué leurs enfants, leur ont appris la valeur de l'argent, la valeur de ce qu'on a vu tout à l'heure, de l'épargne automatisée, de l'investissement. Et logiquement, le fait d'avoir bien éduqué ses enfants, bah, ils vont arriver à un âge où ils vont jamais vous demander d'argent. Donc, en fait, si tu veux, le fait de bien les éduquer sur ce sujet-là, d'un point de vue très, très, très financier, d'un point de vue très comptable, ça te fait gagner de l'argent parce que c'est autant d'argent que tu vas pas sortir après en mode soutien familial urgent et facture impayée, relance EDF et compagnie, quoi. Non, mais hyper intéressant et ah ouais, ça donne vraiment envie de réfléchir à tout ça, ouais. Non mais excellent. Donc déjà là, je fais un petit récapitulatif parce que donc on a déjà vu 3 livres, on a vu L'homme le plus riche de Babylone, on a vu Père riche, Père pauvre, et là on a vu Millionnaire Next Door. On attaque le quatrième? J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai tellement de choses à dire sur les deux qui Alors c'est restent. parti. Donc, le quatrième, c'est Votre argent ou votre vie de Vicky Robin. Donc, je tenais absolument à inclure un livre écrit par une femme sur les finances personnelles. C'est pas si répandu que ça. D'accord? Et donc là, avec le cas de Vicky Robin, en fait, elle arrive avec sa sensibilité, parce que le livre, il est très branché développement personnel, il y a un côté un peu perfectionnement de soi-même, etc. Et ça reste un livre très passionnant. Et en fait, tout le début du livre, la leçon que j'ai retenue, c'est qu'il faut réaliser d'abord comme une sorte d'auto-analyse, hein. Il y a un côté un peu psychologique du livre. C'est que la première leçon du livre, c'est pas la seule bien sûr, c'est qu'il faut apprendre à avoir une relation saine avec l'argent. Première étape, et c'est pas une étape qui est simple. Parce que si tu es dans des achats compulsifs, si tu as l'habitude d'avoir des doudous affectifs et que ton doudou affectif, c'est ta sortie shopping, bah là, c'est très compliqué. Donc, la première chose qu'elle nous demande de faire dans le livre, c'est de faire une sorte d'état des lieux, de faire un diagnostic
et de voir quelles sont les choses qu'on achète de manière compulsive. Pour certaines personnes, ce sont les vêtements. Pour d'autres, ça va être des bijoux. Pour d'autres, ça va être des montres. Pour certains, ça va être des chaussures. Ils vont avoir des paires de sneakers à plus savoir où les mettre. Après, on voit des piles comme ça qui s'entassent jusqu'au plafond. Pour certains, c'est les voitures. Pour certains, c'est les ceintures. Enfin bref, on retrouve vraiment toute forme de typologie. Pour certains, c'est les restaurants. Ils enchaînent les restaurants parce qu'ils ont le J'ai budget envie de disponible. préciser pour les auditeurs, tout le monde est concerné. Je le précise parce que, en fait, on se dit, ouais, non, mais moi, c'est bon, je fais pas de shopping de façon compulsive. Ah, non, mais moi, c'est bon, je suis pas du genre à dépenser. Mais je suis en fait, non, 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 non. Il y a forcément un domaine dans ta vie où tu craques, tu vois. Tu vois, je veux dire, même, j'en sais rien, tu vois, je pense à des proches qu'on a, il y en a qui craquent sur le matériel le sportif, par exemple, tu vois. Tu sais, genre, oui, non, mais il me faut ma nouvelle paire de chaussures, machin, nanana. Ah non, faut que je m'inscrive à un trail et tout, nanana. Et en fait, on a tous des petits domaines où, tu vois, on craque un peu parce qu'on se dit, c'est bon, ça, c'est un domaine où j'ai le droit d'y aller, tu vois. Alors qu'en fait, non. Enfin, je dis pas que t'as pas le droit d'y aller, mais aie conscience qu'il y a forcément, réfléchis, creuse bien dans ta vie, il y a forcément des domaines où tu craques, tu vois. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Certains, c'est les voyages. Certains, ils craquent Ouais. totalement sur les voyages. Ils veulent vraiment, ils ont chopé le virus du voyage. J'en parlais encore hier avec une amie qui me disait, bah voilà, dès que j'ai fini ma formation, c'est bon, je prends mon. Elle a déjà son sac qui est pris dans le dans le hall d'entrée, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en craquage total. Et une fois qu'ils ont goûté à ça, ils veulent revivre des expériences. Sauf que ça impacte ta vie, quoi. Ça impacte ton budget. Attends, mais j'ai un exemple encore, parce que pour le coup, la personne la plus radine que je connaisse, je pense que c'est mon papa. Et du coup, pour lui, il est frugal, mais au possible. Et tu vois, je réfléchis, mais est-ce que ça existe quelqu'un qui craque pas? Et en fait, mon père, typiquement, lui, c'est les promotions. Un truc qui est en promotion, le gars, il craque. Ah non, là, c'est en promotion, il craque. Et en fait, on a tous un truc, tu vois. Même si t'es le plus radin du monde, tu craques pour des trucs, tu vois. Ah, voilà. Mais il a quand même le sentiment d'acheter intelligent, quoi. Il achète malin, quand même. Ouais, il se dit, ouais, c'est bon, il se donne bonne conscience. Non, non, mais c'est en promotion. Enfin, bref. Donc, ouais, t'as raison, t'as raison. Mais t'as totalement raison, Dorine. Il faut préciser qu'on a tous quelque chose qui nous fait craquer. Ça peut être les parfums, ça peut être n'importe quoi, mais on craque sur quelque chose. Ou sur les enfants. Franchement, je parle d'un truc tout simple, hein. Tu sais, quand t'as des enfants, ouais, non, mais pour que. Tu sais, genre, les fournitures scolaires, je te jure, moi, des fois, je pète un plomb, hein. Ah, il faut tel livre de tel machin, faut la nouvelle édition. Je fais, non, mais vous vous moquez de moi, genre, enfin, genre, mon enfant, il va mieux apprendre parce qu'il a l'édition de telle année, tu vois. Ah oui, c'est ridicule. Et en fait, t'es là en mode, oui, mais bon, pour pas l'afficher devant la maîtresse, nanana, bon, on va quand même racheter le nouveau dictionnaire. Tu sais, en fait, on craque tous. On craque tous, tu vois, parce qu'on Ouais, veut. Il y a des domaines qui sont tellement précieux pour nous que nos bien sûr, émotions, elles peuvent pas, entre guillemets, être rationnelles. Et on se dit, bon, bah, ok, on va pas l'afficher devant la maîtresse. Ok, on va acheter ces trucs que la maîtresse a dit, quoi. bien sûr. Et puis, il y a d'autres, c'est le cinéma. Ils vont avoir des collections de DVD, mais des milliers de DVD. Tout le garage est rempli de DVD. Ouais, Mais chacun a son propre craquage, en fait. ouais, c'est ça. Et donc, dans le livre, donc, on doit réparer ce craquage, en fait. Il faut vraiment y mettre une, comment dirais-je, il faut mettre un garde-fou parce que sinon, on s'en sortira jamais. Si tu veux, tu pourras jamais atteindre l'indépendance financière si tu continues avec tes habitudes d'avant, hein. Ça, il faut bien le mettre dans l'esprit de toute l'audience qui nous écoute. En continuant à procéder de la même façon, vous allez obtenir les mêmes résultats, les amis. D'accord? Donc, il faut vraiment, à un moment donné, casser le rythme. Il faut casser la fréquence. Et il faut implémenter un nouveau système. Après, il faut lui laisser le temps de donner ses preuves à ce système-là. Et puis après, si on n'est pas satisfait, ben, on change et on améliore, quoi. Il faut vraiment casser le rythme, quoi. Il faut casser la routine. Et puis, je vois trop de gens qui ils changent jamais d'habitude. Ils changent pas d'habitude et ils veulent des résultats différents. C'est vraiment pas raisonnable. Ouais, ouais. Donc, l'une des leçons de votre argent ou votre vie, bah, je pense que la réponse est dans le titre. C'est que soit vous allez brûler votre vie avec vos craquages successifs, même s'il y a des extra promos de dingue, avec des Black Friday et compagnie, ou bien, soit vous faites ce choix-là, un peu comme dans Millionaire Next Door, soit vous faites le choix de la liberté financière et de l'indépendance financière. Et voilà, donc finalement, c'est assez binaire. Ouais. Alors, le cas de Vicky Robin, c'est qu'elle, elle n'est pas dans l'immobilier, elle est dans l'investissement boursier. Et c'est le cas de beaucoup d'Américains qui sont plus dans l'investissement boursier que les Français. Nous, on est plus frileux là-dessus. On n'a pas encore cette culture qui est assez bien développée. Je parle même pas de crypto, de wallet et de NFT. Mais pour nous, déjà, quand on a mis un pied dans le CAC 40, qu'on est dans des actions, on est déjà en zone rouge. On a l'impression d'être vraiment hors de notre zone de confort. Tandis que les Américains, ils ont vraiment ce réflexe. Dès qu'ils ont une prime, dès qu'ils ont un peu d'argent, un peu de sous, ils ont plutôt tendance à l'investir sur des véhicules financiers qui sont des outils boursiers, en fait.
Ouais, ouais. Et par rapport au livre là, Votre argent ou votre vie, en fait, moi, ce que j'aurais envie de dire, et c'est ça que moi je trouve le plus passionnant par rapport à l'argent, enfin, je reviens par rapport à ce que tu venais de dire juste avant, c'est que quand tu essayes de comprendre ta zone de craquage, t'en apprends aussi sur toi-même et tes failles et tes problèmes. Enfin, t'apprends à connaître sur toi et ça te développe personnellement complètement. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à résister quand mon enfant il me demande un truc? Pourquoi j'arrive pas à résister quand il y a une promotion alimentaire? Tu vois? Donc je disais ça pour que ça, ouais, c'est une belle réflexion. Ça me donne aussi envie de lire le livre là. Donc la leçon dans Votre argent, votre vie, c'est régler d'abord votre relation avec l'argent, apaiser les choses et voyez l'argent comme un moyen d'atteindre l'indépendance financière, la liberté financière. Et soyez sûr que le chemin de l'indépendance financière, il est beaucoup plus riche que celui de la consommation complètement désorganisée, incontrôlée et d'être dans le matériel. Donc là, c'est comme si Vicky Robin, elle mettait dans la balance le côté plus spirituel pour contrebalancer avec le côté trop matériel et trop consumériste de la société de consommation dans laquelle on est maintenant. Trop trop bien, ça me donne envie. Et ensuite on a le cinquième et dernier livre. Dernier livre, déjà, Ça passe trop vite, hein. ça passe trop vite. Donc, c'est l'autoroute du millionnaire de FJ de Marco. Je voulais terminer avec un entrepreneur parce que c'est très important d'avoir cet esprit-là d'entreprendre et de se créer ses propres opportunités business. Donc, l'autoroute du millionnaire, ça a été écrit par un entrepreneur américain qui s'appelle MJ de Marco. Et en fait, il a une théorie qui est assez simple pour présenter le livre avant de donner la leçon du livre. C'est qu'en fait, pour lui, il y a trois types de personnes. Pour te donner, et tu comprendras, je pense, le titre du livre de manière plus approfondie. Il y a les personnes qui sont sur le trottoir, donc ça, qui s'enrichissent à la vitesse de la marche d'un passant, si tu veux, un passant qui marche sur le trottoir. Tu as les personnes qui sont en train de rouler en ville, donc qui sont à 30, 40 km/h, 30, 50 km/h, donc ils s'enrichissent à une vitesse relativement lente. Et puis nous avons nos amis qui sont des extra-millionnaires, des milliardaires, qui eux sont sur l'autoroute du millionnaire et qui s'enrichissent à 300 km/h, donc à toute vitesse. Et donc tout le travail de ce livre, donc ce livre il a été écrit avec un style très incisif. L'auteur il a fait en sorte volontairement de bousculer le lecteur, donc c'est vraiment quelqu'un qui va pas ménager son lecteur, il va vraiment lui. J'avais l'impression à plusieurs reprises en lisant le livre que je recevais des coups dans l'épaule, quoi. D'accord. J'avais l'impression à plusieurs reprises que l'auteur il mettait vraiment des grands coups de pied dans la fourmilière de nos croyances limitantes. C'est vraiment l'image que j'avais en lisant le livre. Et en fait, donc ça c'était pour poser un petit peu le décor principal du livre. D'ailleurs, la couverture du livre, je sais pas si tu la connais ou pas, c'est une espèce d'autoroute. Donc c'est l'autoroute de la richesse, dans laquelle tu vas prendre une Lamborghini et démarrer à fond. Et en fait, le livre, il démarre comment? C'est MJ de Marco qui est un jeune homme qui croise un Américain qui est arrêté à un feu, qui roule dans une grosse Lamborghini. Il dit, mais excusez-moi, je peux vous poser une question? Il demande au conducteur. Il dit bah, le conducteur, bah, allez-y, dites-moi. Il dit, mais comment vous avez fait pour acheter cette magnifique voiture? Puisque il est branché voiture. Il dit, bah, j'invente des choses. C'est la réponse du conducteur. Et le conducteur, le feu passe au vert et le mec, il passe, il roule et ça y est, on le voit plus. Et le livre, il commence comme ça. Et en fait, petit à petit, le lecteur va prendre la place du conducteur et petit à petit, on va se mettre au volant de cette Lamborghini. Il va nous apprendre à comment rejoindre cette autoroute du millionnaire. Donc, c'est comme une sorte de GPS. C'est comme un Waze. Il va nous donner les indications pour que, au début, on est sur le trottoir, on est en train de marcher, on est en train de faire nos courses. Puis après, on va prendre notre véhicule, on va aller en ville. Donc, bien sûr, la vitesse illimitée, on doit la respecter. Mais il va nous donner la sortie gauche, droite, gauche pour qu'on puisse retrouver l'autoroute et foncer directement vers nos objectifs financiers. Donc, c'est un livre qui est incroyable. Il est vraiment brut de décoffrage. Dans un style très américain, l'auteur, il ménage pas du tout son lecteur. Au contraire, il le secoue, mais comme jamais j'ai lu un livre autant remuant. Et l'une des leçons principales du livre, au-delà de tout le décor que j'ai déjà posé, c'est qu'en fait, il t'explique que tant que tu auras la mentalité du salarié, c'est-à-dire, pour parler très clairement, c'est-à-dire que tant que tu vendras ton temps contre de l'argent, tu ne seras jamais riche.
pour parler clairement. Parce que dans une journée, nous sommes tous limités à 24 heures et puis on doit dormir et puis on a une vie personnelle, on a une vie familiale, on a des loisirs, bref, on est des êtres humains, ce qui est tout à fait normal. Par contre, le grand secret de ce livre, et je suis content de le partager au public, à l'audience, c'est qu'en fait, tu dois avoir un produit ou un service qui est duplicable. Il y a l'infini, mais c'est une image, qui est duplicable beaucoup plus que le nombre d'heures que tu as à vendre sur le marché du travail. Et ce produit-là, je prends mon exemple à moi parce que je suis dans l'édition, comme tu le sais. Donc, ce livre-là, par exemple, lui, il va travailler pour moi. Donc, c'est pas moi qui vais travailler pour du temps. Je vais plus échanger mon temps contre de l'argent, même si la rémunération est très attractive. Mais je vais plutôt opter pour l'état d'esprit où c'est le produit qui va faire le job pour moi. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ça y est, j'ai compris le secret de Bernard Arnault. J'ai compris le secret d'Elon Musk. En fait, ils vendent des produits, des articles, des voitures, des sacs, des parfums, qui eux font le taf, font le travail pour eux. Donc c'est l'un des plus grands secrets de ce livre, c'est que vous devez opter pour un service ou un produit. En fait, si tu veux, je sais pas, t'as vu le film Matrix ou pas? Ouais, il y a longtemps. À un moment donné, je pense que la scène, tu t'en rappelles peut-être. À un moment donné, ils sont sur le toit d'un immeuble et Neo, il arrive à esquiver des balles. En fait, la caméra, elle tourne autour du personnage et c'est comme s'il brisait la barrière du temps. Et là, c'est pareil, ça m'a fait le même effet avec ce livre. J'ai eu vraiment ce truc de 360 degrés. C'est un mouvement révolutionnaire, donc. Et en fait, le temps, il faut réussir à briser le temps en vendant des produits qui vont dépasser le temps. Tu vas aller plus vite que le temps. Ouais, ouais. Ouais, non, mais je comprends. En fait, c'est plutôt un livre orienté entrepreneuriat, celui-là, du coup, le dernier. Oui, Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on parle de tous les piliers de l'investissement à travers les livres. Ouais, mais ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup pour ma part parce qu'en effet, nous, on se lance dans le business depuis 1 an et on accompagne du monde. Et on voit bien que quand on fait de l'accompagnement où on vend, entre guillemets, notre temps et que surtout qu'aujourd'hui, nous, on fait un accompagnement où on connaît chacun de nos clients, etc., bah, en fait, en termes de chiffre d'affaires, on est limité. On est limité. C'est-à-dire que si on veut exploser, entre guillemets, le chiffre d'affaires d'un business, il faut vendre des choses où tu passes pas trop de temps. En tout cas, pas à l'unité, quoi. Sinon, ça marche pas, quoi. ouais, voilà, Il faut que les gens soient autonomes. voilà, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que le e-commerce, par exemple, pour parler d'une tendance de fond qui dure depuis quelques années, c'est vraiment un levier de croissance incroyable parce que avec ton site, techniquement, tu peux toucher toute la France, voir la Belgique, voir la Suisse, voir le Luxembourg, voir d'autres pays limitrophes. Donc, c'est comme si tu avais une boutique qui était ouverte partout en France, en fait. Donc là, en fait, tu dois, pour atteindre l'autoroute du millionnaire, donc là, c'est plus un côté plus business, plus entrepreneurial, donc ça demande d'autres compétences. Tu peux battre le temps, mais il faut que tes produits s'écoulent plus vite que le temps. Ouais, mais c'est exactement ça. Et donc, c'est là l'une des plus grandes leçons du livre. C'est pas la seule, bien sûr. Et c'est incroyable parce que en battant le temps, en arrivant à tordre le temps, eh ben, t'accumules des richesses beaucoup plus vite que les salariés n'en gagneront jamais dans leur vie. Parce qu'ils sont justement limités par cette barrière temporelle. Ouais. Et toi, tu es déjà passé de l'autre côté du miroir. Ouais, et j'avais envie de finir par une petite blague parce que qui me faisait rire moi, mais l'auteur du livre L'autoroute du millionnaire, il a pas lu Le millionnaire next door parce que le millionnaire ne roule pas en Lamborghini. Ah oui, C'est juste- mais tu sais, mais ta blague, ta remarque, elle est intéressante. Tu sais pourquoi? Le plus dingue, mais j'ai l'impression que tu as lu tous les livres, en fait. Non, non. Mais c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans le livre, MJ DeMarco, il parle justement de Millionaire Next Door. Ah bon? Ah bah ça, je savais pas. Ben voilà, mais c'est pour ça que je me suis dit, j'ai l'impression que tu as lu le livre. Et pour lui, en fait, Millionaire Next Door, ça fonctionne. Mais en fait, lui, il dit, enfin, c'est ce qu'il dit dans l'autoroute du millionnaire, il dit qu'on peut accélérer le process, parce que Millionaire Next Door, il faut vraiment être hyper patient, il faut se donner le temps, ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et même au bout de ce processus-là, il faut qu'on fasse très attention. Et lui, il dit non, on peut aller vite, mais il faut mettre en place un bon système entrepreneurial où le produit ou le service doit faire le job pour nous. Mais en fait, ça me parle ce que tu dis, parce que je me rends compte que, entre guillemets, le mode millionnaire next door, c'est-à-dire le mode hyper, entre guillemets, patient, malin, frugal, et t'avances, etc., c'est une façon sûre d'y arriver, mais tu seras jamais milliardaire. Non, Tu seras juste confortable, millionnaire, avec t'as une belle retraite, tranquille, pépère. Mais si tu veux exploser
les chiffres et passer vraiment dans le camp des entrepreneurs qui gagnent vraiment des dizaines de millions, là, tu dois passer un cap. Et je pense même justement, et c'est ça qui est super intéressant parce que je te parlais de mon fameux niveau de vie, je pense qu'il y a même un travail à faire sur son niveau de vie à soi pour déclencher des leviers pour regagner du temps. Tu vas se dire, bah ok, je vais prendre quelqu'un pour faire le ménage chez moi pour regagner du temps. Je vais... telle dépense, finalement, elle est quand même maligne pour que j'investisse en moi. Et en fait, réussir à passer un cap où tu te dis... Enfin, je sais pas, moi, je vois les choses comme ça, où j'ai l'impression que le mindset j'allais dire, du pépère millionnaire next door qui fait ça, entre guillemets, bien sur le long terme, et je trouve que c'est un bon mindset de base, bah, si tu veux passer au cap au-dessus, il est plus suffisant, en fait. Il y a un truc à faire, quoi. Que moi, pour ma part, je n'ai Ouais, pas encore débloqué parce que je me considère bien pas sûr. encore à ce Mais avant niveau-là. de passer au cap suivant, si t'as pas déjà validé le niveau Millionaire Next Door, tu passeras pas au cap suivant. Non, mais trop bien, trop, trop bien. Franchement, je pense que là, ça donne envie de lire, de cheminer, parce qu'en plus, on est en période de Noël, là, quand l'épisode va sortir. Donc, prendre le temps de se poser, de lire des livres, de remettre en question, De prendre des bonnes solutions pour 2024. exactement, de remettre en question ses pensées, ses schémas de pensée, de se dire, OK, je vais m'ouvrir à autre chose et je vais me préparer pour 2024. Bah, c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que tous les livres là, dont tu m'as mentionné, donc je vais les redire, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Ensuite, il y a Père riche, Père pauvre, Millionnaire next door, Votre argent ou votre vie et L'autoroute du millionnaire. Donc comme ça, vous pouvez choisir celui qui vous a le plus parlé par rapport à ce qu'on a discuté. Et on va mettre tous les liens dans la description de l'épisode pour que vous puissiez acheter les livres qui vous intéressent directement. Voilà. Pour les Ou pour offrir. les offrir, Parce que bah c'est oui, toujours bah oui, bah incroyable. oui, c'est clair. Mais tu sais quoi? Je connais pas de meilleur investissement, c'est-à-dire en termes d'argent et de savoir que d'avoir un livre. Ah Parce ouais. que un livre, ça coûte quoi? On va dire, allez, entre quelques euros, parce que des fois, tu les trouves d'occasion. On va dire grand maximum, allez, j'exagère, 30 euros, 30, 40 euros pour les plus chers. Mais ce que toi, ça t'apporte dans ta vie, Ouais, je peux dire que tu l'as déjà amorti en une semaine, c'est bon, tu n'y penses plus, ouais. quoi. C'est incroyable. En plus, mais tu sais que moi, je fais l'éloge des livres, même si moi je lis très peu, mais je pense que en plus, Non, mais là, j'ai l'impression que tu as lu tous les livres, là. Là, le podcast qu'on a fait, c'est pas vrai, là. C'est un prank, là. non, C'est une caméra non, non, cachée. Tu as j'ai lu lu tous que les Père livres. riche, Père pauvre. Mais parce que, en fait, tu vois, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Et moi, j'écoute des gens qui ont lu des livres, qui me racontent. Tu vois, je fais comme ça, tu vois, je fais pas. Mais j'aimerais vraiment me poser parce que je pense que ça a l'avantage que tu es déconnecté des écrans et qu'aujourd'hui, en fait, tu as cette course folle avec les réseaux sociaux, toujours plus de contenu, consommer, consommer, consommer du contenu en ligne. Et finalement, bah, juste se poser avec un livre, bah, ça fait du bien parce que ça permet à ton cerveau d'être plus disposé, d'écouter. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de le faire pour 2024. Et là, parmi les cinq, c'est lequel qui t'a le plus hypé, à part Père riche, Père pauvre? Moi, j'aime bien les statistiques, alors millionnaire next door. Ah, très bon choix. Excellent. Moi, j'aime bien les statistiques. Après, l'autoroute du millionnaire, peut-être que ça me ferait du bien pour réussir à mieux développer mon business, mais Ouais. Mais par contre, faut que tu mettes une ceinture de sécurité parce qu'il est tellement, il tape tellement beaucoup de coups de pied dans la fourmilière que accroche-toi, ok, quoi. C'est vraiment, mais c'est bien parce que il secoue, quoi. Ça secoue, mais dans le bon sens du terme. ok. Bah, au top. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les auditeurs, là. Bassem, comment est-ce que les personnes qui t'aiment bien, est-ce qu'elles peuvent te suivre sur des réseaux sociaux ou t'envoyer un petit message sur LinkedIn ou Ah oui, comment, avec grand comment est-ce plaisir. qu'elles peuvent faire? Bah, ils peuvent me rejoindre sur LinkedIn. Donc, c'est Mejri Bassem. Et pour me reconnaître, c'est ma société qui s'appelle Promocours, parce que j'ai pas mal d'homonymes, donc pour pas tomber sur une autre personne. Ils peuvent me rejoindre aussi sur Twitter, très simple aussi, Mejri Bassem 10, donc 1-0, faut pas se tromper. Sinon, dans tous les livres que je commercialise, je mets toujours mon adresse email pour créer un lien avec la communauté. Sinon, il y a aussi l'Instagram que j'ai créé qui s'appelle Millionnaire Next Door FR sur Instagram. Donc voilà, ça fait pas mal de canaux où les gens peuvent me suivre, peuvent me rejoindre, peuvent interagir avec moi, peuvent me poser des questions s'ils le souhaitent. Je réponds avec grand plaisir. C'était vraiment incroyable d'échanger avec toi, Dorine. J'ai l'impression vraiment que tu connaissais les livres mieux que moi. Donc Non, là, non, non, mais non, faut pas me dire ça, sinon j'aurais pas envie de les lire. Parce que moi, je suis sûre qu'il y a Non, non, plein, non, il y je a plein de plaisante, je choses que plaisante. j'ai pas lues, donc enfin, j'en sais rien, donc il faudrait que je les lise pour découvrir plein de trucs. Mais en tout cas, je veux que le public sache que les livres, la liste que j'ai bâtie, c'est vraiment une liste chronologique. C'est-à-dire, je suis allé du plus court au plus long, du plus simple au plus complexe, du fondamental
comment dire, opérationnel. Donc la liste, je l'ai vraiment construite d'une manière très structurée. Si quelqu'un il se sent dans un niveau intermédiaire, il faut qu'il lise Millionaire Next Door. S'il se sent débutant, il faut qu'il lise L'homme le plus riche de Babylone. Et s'il se sent comme toi déjà millionnaire en termes de patrimoine et qui veut accélérer dans son business, il doit lire L'autoroute du millionnaire. Ça va ouvrir un champ des possibles incroyable. Ok, alors franchement, parfait. Tu nous as vraiment concocté des pépites, donc c'est vraiment trop bien. Merci beaucoup. Je vais mettre également Merci tous les liens infiniment. dans la description, ton compte LinkedIn, etc., pour que les personnes puissent facilement te suivre si elles le souhaitent. Et je te remercie mille fois. Je pense que c'est trop bien. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, parce que je pense que là, c'est le dernier épisode avant les fêtes, le début des fêtes. Donc voilà. Merci à toi. Merci infiniment. Et puis, joyeuses fêtes à tous les auditeurs, auditrices.